Chahut Média. Mardi 21 janvier 2025. Chahut Média organisait à l'Espace, dans l'écoquartier de la Jonction à Genève, une table ronde privée réunissant 4 professionnels de la musique live, tout engagés dans des structures culturelles locales. Leur point commun, un combat de longue haleine contre le sexisme systémique qui gangrène l'industrie musicale, ici en Suisse romande comme ailleurs. Quelle horreur, on les aime bien. À huis clos, elles ont partagé leur expérience, leurs constats et leurs stratégies pour faire bouger les lignes. Nevena, je suis co-directrice et programmatrice du Festival Les Créatives depuis 2022. Et à ma droite, Priscille, directrice du Chat Noir ? Non. Programmatrice du Chat Noir ? Non. Aussi. À l'origine de ce podcast, il y a la découverte d'un chiffre, 17%. Seulement 17% des artistes programmés en concerts et spectacles en Suisse sont des femmes. Alors oui, c'est dramatiquement peu. On a voulu comprendre comment, en 2025, un tel écart est encore possible. Pourquoi l'industrie musicale reste un bastion verrouillé où le patriarcat dicte toujours les règles du jeu. Lola Nada, de Inouï, co-directrice, cofondatrice d'Inouï, qui est une agence label de booking. L'idée, c'est de mettre en avant aussi la multiplicité des artistes féminines, minorités de genre, mais aussi des hommes. En 3 épisodes, Chahut Média propose de décrypter le sexisme dans l'industrie du live. Des boys clubs à la sororité, du déni à la prise de conscience, de l'immobilisme au mode de résistance, on donne la parole à des actrices et des acteurs locaux, étant donné que ce qui se joue ici, à Genève, se répète à l'échelle européenne. Et à ma droite, il y a Marine Lebeau, qui est donc la responsable de la communication de l'association Le Ré, hébergée par la structure L'Usine. Juste ? C'est juste. 17%, musique live, sexisme et résistance, une série documentaire Chahut Média, conçue en partenariat avec l'agence Inouï. Bienvenue dans l'épisode 1. Son titre, Briser le plafond de verre. Pardon, tu veux y aller ? Non, ouais. Moi, personnellement, c'est clair, je le subis encore et je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Enfin, je pense que si je ne l'avais pas subi, ça m'aurait amené encore plus loin que là où je suis aujourd'hui, en fait. Je ne pense pas que ça peut être un moteur, le sexisme. C'est une lutte et c'est plutôt quelque chose qui te ralentit. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me ralentit dans mes avancées, dans mon envie de faire certaines choses, de me développer professionnellement ou même personnellement. Donc non, c'est plutôt un frein en fait. J'ai cofondé une boîte qui grandit bien, etc. Et en fait, je me rends aujourd'hui compte un peu ce que c'est le fameux plafond de verre. Et en fait, même en étant à la direction d'une boîte, en fait, le plafond de verre, il n'est pas du tout explosé. Et je suis encore plus confrontée au sexisme que je l'étais avant. Et c'est, je dirais, encore plus un frein en fait. Donc... Par contre, ça me donne encore des fois plus envie de développer ce que je fais actuellement pour essayer de se mettre en lien avec les femmes et puis de mettre plus de femmes sur scène. Et puis des fois, ça me décourage. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Lola. Moi, je dirais pas que c'est un moteur du tout, le sexisme. Mais par contre, c'est sûr que c'est du fait que le sexisme existe que je suis à ma place. Donc c'est parce que j'ai subi, etc., que j'ai eu envie de faire partie d'une aventure féministe. Et que j'ai eu envie, du coup, quelque part, d'être dans une bulle aussi, parce que je pense que notre festival, il offre un petit peu ça, mais qu'on reste confronté à du sexisme à l'extérieur, on ne peut pas s'en protéger. Mais c'est sûr que je sens, en ayant intégré cette structure, une grande sororité. Et du coup, ça me fait avancer dans la vie quotidienne, parce que je vois d'autres femmes, jeunes et moins jeunes, au sein du festival, mais aussi du coup avec nos partenaires, qui se battent tous les jours et qui contribuent à faire changer les choses, je pense. Normalement, j'aime pas la paraphrase, mais je trouve que c'est important d'insister sur ce point, puisque, comme Lola, à titre personnel, je trouve pas que ce soit un moteur, et c'est plutôt un ralentisseur. Je trouve que le mot était vraiment juste. Par contre, ça amène toujours plus de sororité, et ça, c'est vraiment très, très chouette, quoi. There's a different vocabulary for men and women in the music industry, right? Give me an example. Okay, a man does something, it's strategic. A woman does the same thing, it's calculated. A man is allowed to react, a woman can only overreact.
plafond de verre. L'expression a été utilisée à plusieurs reprises par Lola Nada et Nevena Puljic. Elle illustre bien cette limite théorique qui empêche les femmes d'accéder aux hautes responsabilités en entreprise ou en politique. Dans une industrie, la musique live, on n'imaginait pas qu'il puisse être question de freins invisibles. Et pourtant, dans l'histoire de la musique en Europe, cela a toujours été le cas. Bref rappel des faits, par Fleshlove. La société est-elle sexiste ? Parce que l'industrie musicale, c'est un des embranchements de la société tout entière et c'est une industrie. Fleshlove, autrice, compositrice, interprète. Et donc la question de la musique, ce qui est intéressant pour vraiment comprendre si on est dans du sexisme ou pas, c'est de s'intéresser aussi à l'histoire de la musique. Et au fait notamment qu'au 19e siècle, les femmes étaient interdites d'aller dans les conservatoires et donc interdites de jouer des instruments de musique. Et certains instruments leur étaient réellement interdits, comme par exemple la batterie. On estimait qu'elle gesticulait comme des singes et puis que c'était pas du tout élégant. Tous les instruments aussi, comme le violon. Et les instruments avant, notamment comme la flûte, parce qu'il y avait de la salive et qu'on estimait que c'était dégoûtant. En fait, on n'avait pas le droit de jouer, d'apprendre dans des conservatoires. Le travail des femmes a été invisibilisé. Voilà. Est-ce que la musique est sexiste ? Oui, puisque la société l'est. Et la question, c'est maintenant de savoir pourquoi et donc de s'intéresser à l'historique de tout ça. Et aujourd'hui, ces inégalités de traitement dans l'industrie musicale persistent. Et elles se manifestent de manière peut-être différente, mais tout aussi concrète. Alors, avant d'être à Festino, j'ai bossé dans d'autres festivals où j'avais déjà fait de la production, que ce soit en bénévole ou en rémunéré, donc j'avais déjà eu des petits contrats par-ci par-là. Sabine Fischbacher, collaboratrice de l'agence Inouï. Et là, c'était clairement des milieux qui étaient vraiment tellement masculins. J'étais vraiment la seule femme. Il y a certaines situations qui ont été conflictuelles de par ce fait-là, parce que j'étais une femme, avec des non-respects. J'étais responsable aussi accueil artiste dans un festival, je faisais aussi la production. Et j'ai des personnes que j'avais comme bénévoles en dessous de moi qui ont été pas spécialement bien traitées par des tour managers. Et puis quand je remontais ça au comité, c'est des choses où on me prenait pas au sérieux, avec des petites remarques genre oui mais bon, faut arrêter d'être trop sensible, oui mais bon, en même temps vous prenez toujours les choses pour vous, etc. C'est pas parce que vous êtes une femme qui vous ont traité comme ça, enfin comprenez, ils sont un peu stressés. Et ça m'avait choquée. Ce que décrit Sabine, ce sentiment d'isolement, de ne pas être prise au sérieux, c'est une réalité partagée par de nombreuses femmes du secteur. Il ne s'agit pas seulement de remarques sexistes ou de rapports de force, mais aussi de l'incapacité du milieu musical à reconnaître et à s'adapter aux besoins des professionnels. Parmi ces freins, il y en a un qui revient souvent, la maternité. Je ressentais pas le sexisme enfant. Je ressentais pas tellement le sexisme ado. J'ai commencé à le ressentir, à mon avis, quand j'ai intégré le milieu professionnel. Et alors, par contre, avec la maternité, c'est multiplié par 10. Nevena Puljic. Et je dis ça parce que je pense que c'est un métier qui est beaucoup fait de réseau, qui est beaucoup fait de sorties, beaucoup fait de deals faits sur des coins de table, dans un club, dans un bar. Beaucoup de boys clubs, clairement, qui sont difficiles, je trouve, à approcher. Et puis en fait, des fois, on n'a juste pas envie. Enfin, c'est quand même un peu une lutte d'avoir envie de faire partie de ce milieu. Donc je pense que la structure, cette appartenance un peu au monde de la nuit, de la fête, ça va avec la boisson, en fait, ça contribue à exclure un genre. Enfin, moi, je m'en suis vraiment rendu compte de façon exponentielle avec la maternité. Il y a un décalage total qui s'est créé entre les personnes masculines avec lesquelles je collabore et moi, qui n'arrivaient pas du tout à comprendre ce que je vivais et les nouveaux impératifs que je pouvais avoir. Marine Lebeau. Et on me faisait sentir sans le vouloir, parce que je pense qu'il y a une grande part d'inconscient, on me faisait le sentir sans le vouloir que c'était pénible que je sois devenue maman. On n'attendrait pas la même chose d'un homme. Et pourtant, on a eu des discussions et moi, là, mon travail a toujours été aussi bien fait en étant maman qu'avant, mais juste différemment, parce qu'on a une organisation différente. Et oui, ça dérange et ça bouscule un peu les organisations. Alors effectivement, la maternité, ça a un impact, parce que maintenant, moi, quand je vais dans un festival, parce que par exemple, je m'occupe d'une grande artiste qui est tête d'affiche du festival et qu'autour de moi, il y a plein de gens qui font le même métier que moi. Lola Nada.
qui sont là à discuter, c'est que des mecs. Et on me dit « Ah, c'est cool, t'es venue avec ta fille pour voir tel artiste sur scène. Hein, elle doit être contente de la voir sur scène. » Alors qu'en fait, c'est moi qui ai booké la tête d'affiche. Donc en fait, oui, je peux faire 2 choses dans ma vie. Je peux être maman, venir avec ma fille voir un joli concert d'une artiste qu'elle estime et puis qui projette quelque chose d'intéressant aussi pour sa représentation, et faire mon job de voir cet artiste. Mais voilà, on est systématiquement réduit. Là, du coup, c'est le rôle de mère. Mais avant que ça soit le rôle de mère, j'ai été réduite au fait de « Ok, trop cool, je peux aller dans des conventions et tout, avec tous ces gars quand même qui ont des postes de pouvoir. » Et voilà, moi, mon rôle, c'était de présenter les gens, de créer un peu du lien, d'écouter, de rigoler. Enfin voilà, mais dès qu'on parlait de deal et tout, ben voilà, j'étais là. Et franchement, combien de fois je me suis sentie mais genre inutile, inexistante, et en même temps honorée d'être là. Donc en fait, il y a une espèce de dualité. La légitimité, elle prend beaucoup plus de temps, parce qu'en fait, on nous renvoie à ça. Et probablement aussi que moi aussi, personnellement, peut-être par manque de confiance, et puis j'avais pas les codes et pas assez confiance en moi, j'ai pas utilisé les codes masculins à essayer de dire non mais attends, je suis là, enfin essayer de prendre ma place en fait. Donc ça prend du temps, ça aussi, et peut-être, et certainement plus de temps quand on est une femme. Tous les milieux culturels on commence à prendre la parole sur ce sujet. Évidemment, la musique avait aussi son mot à dire sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes. Approchez n'importe quelle femme travaillant dans l'industrie musicale, ici en Suisse ou ailleurs, et vous entendrez la même histoire, un peu embarrassante, celle où les femmes sont écartées d'un deal ou encore prises pour des assistantes alors qu'elles dirigent les affaires. On poursuit notre petite visite guidée dans le musée des micro-violences ordinaires, entre les couloirs du paternalisme et la salle d'expo permanente du plafond de verre. C'est tellement cliché, mais du coup, j'avais un stagiaire ou une stagiaire à chaque fois par édition. La seule fois où j'ai eu un stagiaire, les tour managers, ils allaient vers lui. Mais voilà, la première personne de base vers qui ils allaient, c'était un homme. Et puis, je sais pas, il y a un côté apparemment où ils étaient rassurés. Enfin, j'ai eu cette interaction de manière assez récurrente, ouais. Des chauffeurs de camions, enfin voilà, une femme peut pas parquer un camion. Ou alors, c'est parce que tu les attends pour le petit déjeuner avec un croissant. En fait, tu peux pas être responsable de prod féminine et aider les gens à parquer des camions, ça c'est pas possible. On m'a 1 ou 2 fois dit ah ben j'aimerais parler à ton chef. Tout à fait, le directeur du festival. Je crois pas que ça soit vraiment nécessaire. Enfin, ouais, c'est arrivé plus d'une fois. Puis il y a certaines personnes qui ne t'écoutent pas et qui ne t'entendent pas. Du coup, quand tu dois aller au conflit, il y a des fois où en fait tu baisses les bras. Et en fait, c'était plus simple. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'aller vers le directeur technique et puis de lui dire en fait, est-ce que là tu peux aller lui dire ça, parce que de ma part, en fait, de ma bouche, il va pas l'entendre. Peut-être une des choses qui revient un peu systématiquement, au Créative, pré-festival, on est en tout petit groupe, donc on est vraiment très très peu à travailler, ce qui fait qu'on a la main sur la com, la prod, on est un peu touche à tout. Et du coup, dans les deals, on doit penser production aussi. Et j'ai l'impression qu'on me reprend systématiquement sur des questions techniques, où on va essayer de me faire comprendre des choses, alors qu'en fait, j'ai tout à fait compris. Je sais pas, on va me dire, ouais, mais vraiment, ce projecteur-là, puis je suis là, oui, mais c'est bon, j'ai vérifié, ça joue pour tout le monde. Mais t'as vraiment vérifié? Et on me reprend sur des questions où je me dis, mais t'aurais jamais parlé comme ça à un homme, en fait. Et ce manque de confiance accordé aux femmes ne se limite pas à l'organisation ou à la production des festivals. Il se retrouve partout et n'épargne même pas les artistes. À nouveau, la parole à Flesh Love. Moi, j'ai été confrontée à ça, mais pas dans Flesh Love. Donc là, j'ai été confrontée plutôt, moi, au sexisme direct et puis au fait de toujours minimiser ma capacité déjà à savoir de quoi je parle techniquement, notamment dans les soundchecks. En tant que femme, quand j'arrivais dans des festivals, il y avait des mecs qui voulaient m'expliquer mon métier, alors qu'en fait, c'était leur faute. Je me suis rendu compte. En fait, j'ai rencontré un ingé son qui m'avait dit cette phrase géniale, parce que à force d'être tombée sur plein d'ingénieurs son qui me disaient qu'il y avait un problème avec ma voix, lui m'avait dit, tu sais, c'est drôle, comment on fait pour sonoriser Vanessa Paradis? Je veux dire, il y a n'importe quelle voix peut être sonorisée, et si elle est mal sonorisée, c'est que c'est lui qui ne sait pas faire son travail. Et en fait, je m'étais jamais posé cette question, parce qu'on me disait, tu chantes pas assez fort. Et il y avait beaucoup de critiques. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était eux qui n'étaient pas compétents. Et au lieu de prendre le temps de se dire comment je peux régler pour que Amina elle soit à l'aise, comment on peut travailler ensemble, en fait ils n'étaient pas capables de se remettre en question, donc ils m'humiliaient, mais genre devant tout le monde, tu vois, en soundcheck de festival, devant toute l'équipe, pour asseoir une forme de pouvoir. Devoir sans cesse prouver ses compétences,
essuyer des vexations, parfois des humiliations, toutes ces expériences finissent par laisser des traces. Car au-delà des barrières extérieures, il y a aussi celles qu'on finit par intégrer nous-mêmes. Et c'est là que le doute s'installe. Ai-je ma place ici ? Suis-je assez compétente ? Pour franchir cette barrière, il faudrait vraiment s'imposer, parler fort. Et en fait, c'est des caractéristiques qu'on n'a pas forcément, sachant qu'on est déjà minorisé. Bon, déjà par le genre. Mais en plus, quand tu es minorisé, je trouve, en tout cas moi je le ressens beaucoup, c'est ce syndrome de l'imposteuse où j'ai toujours l'impression que je suis pas tout à fait à ma place ou que j'ai pas assez appris ou que, enfin tu vois, c'est comme par exemple, je sais pas, je me dis toutes ces femmes DJ, maintenant il y en a beaucoup plus. Mais il y avait tout un temps où il n'y en avait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était de la technique. Et que du coup, on avait l'impression que pour pouvoir mixer, il fallait connaître la machine à 100%. Alors qu'un homme, j'ai l'impression, il va à peu près apprendre à, tu vois, presser play. Et puis, il va le faire. Et puis, en fait, il y va, quoi. Puis, il va se dire DJ. Puis, il va le faire 5 fois. Puis, en fait, 10 fois, 15 fois. Puis, c'est bon. En fait, il va l'intégrer. Alors que nous, on a ce truc un peu de non, faut que d'abord, je vais le faire dans ma chambre 100 fois. Je vais vraiment maîtriser le truc. Et puis, après, je vais peut-être me lancer. Puis, en fait, mais est-ce que vraiment je connais très bien. Ça fait que c'est des barrières qui sont franchissables, mais ça implique de prendre beaucoup sur soi, de prendre beaucoup de place qui, je trouve, n'est pas inné. Moi, je pensais que c'était typique du jazz et je pensais que la musique pop était beaucoup plus tolérante aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la musique pop. En fait, si on regarde les chiffres, les femmes chanteuses, c'est moins de 20%. Quand on est dans ce milieu, on voit très bien que le sexisme dans la pop, il est tout aussi présent que dans le jazz. Vous avez sans doute capté ce mot tout à l'heure, Boys Club. Il est clé. L'industrie musicale fonctionne en réseau, et ces réseaux ressemblent souvent à des cercles privés où les opportunités circulent entre initiés. Des boys clubs bien rodés, où les postes à responsabilité se transmettent d'un homme à un autre, consolidant un entre-soi qui laisse peu de place aux femmes. Et les postes dans les labels, dans la programmation, en fait, c'est des hommes. Effectivement, c'est un peu en train de changer. Cela dit, en France, il y a maintenant une directrice de Sony Columbia, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est en train de changer. Et puis, c'est pas forcément parce qu'il y a une femme à la direction que tout va se révolutionner. À partir du moment où dans les postes décisionnaires, c'est des hommes, comme tu disais, Nevada, il y a un côté boys club. Il y a aussi un côté où, en fait, le début de l'industrie musicale était coopté par des hommes, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais rebondir sur le copinage. Priscille Albert. C'est qu'il y a beaucoup de copinage. Le fait qu'on soit, pour le moment, même si on a de plus en plus moins de femmes, voilà, il y a ce fait que des fois, ils ont plus de potes hommes et ils sont sur les mêmes longueurs d'onde. Donc nous, on doit ramer pour se faire la place. Et tout ce copinage, parce que oui, c'est un métier de copinage. En plus, en Suisse romande, c'est quand même, le territoire, il est quand même pas très grand. Donc du coup, ouais, je pense que t'as raison. Il y a ça qui fait aussi beaucoup. Puis après, il y a aussi le truc, il y a des femmes quand même qui sont dans la direction de salle ou qui sont quand même dans des labels, etc. Mais c'est aussi que je crois que cette notion de sororité, enfin moi personnellement, ça fait peut-être maximum... je sais pas, 7 ans que je la connais, en fait, cette notion de sororité, et que ces femmes-là, elles sont arrivées dans l'industrie musicale, je parle de Suisse romande, mais je pense que c'est comme ça partout, à un moment où il y avait vraiment 0 femme. Et puis, elles ont fait leur place en se battant, quoi. Et puis, la notion de sororité et même de féminisme n'est pas si facile, en fait, pour ces femmes-là à intégrer, de créer un peu du lien et puis d'essayer de soutenir ou en tout cas de former ou de passer le savoir ou de se réunir. Tout ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Tandis que la notion, on appelle ça boys club, mais la notion de, je sais pas, de réseau, de potes, d'aller, comme tu dis, d'aller boire des coups, etc. Les mecs, ils sont un peu construits comme ça, en fait, quoi. Tu parles de 7 ans, en fait, ça marque assez bien le début de MeToo. Puis en fait, à mon avis, c'est qu'avant, on n'osait pas trop aussi dire qu'on subissait du sexisme. Parce qu'en fait, ça voulait dire prendre une position de victime, quelque part. Et personne n'a envie d'être une victime. Enfin, moi, ça m'insurge quand on dit des femmes qu'elles dénoncent des choses pour la notoriété. Parce qu'en fait, être victime, ça plaît à personne. C'est vraiment pas agréable de prendre le devant de la scène puis de dire j'ai subi ça. Et du coup, dans une industrie où t'es minorisé, t'as surtout pas envie d'aller dire ouais, en fait, vous m'avez engagée parce que je suis une femme, ou au contraire, vous m'avez pas engagée parce que je suis une femme, ou alors ouais, j'ai eu ce traitement-là parce que je suis une femme. T'as envie de te fondre dans la masse. Et j'ai l'impression qu'effectivement, depuis 2018, où on a peut-être tout un peu ouvert les yeux autant que le reste du monde, même si on le ressentait, mais je pense que dans la prise de parole, elle s'est clairement libérée. Et du coup, ça a permis aussi de créer des réseaux, de faire naître de la sororité, et du coup, peut-être d'ouvrir les portes à une nouvelle génération. Je sais pas.
Lutter contre le sexisme dans l'industrie musicale, c'est déconstruire des habitudes ancrées et remettre en question des fonctionnements bien établis. Cela passe par plus de visibilité, plus de solidarité et surtout plus d'action. Ce premier épisode a mis en lumière les freins systémiques qui ralentissent les carrières des femmes dans la musique. Dans le prochain, on explorera une autre facette du problème, comment ces inégalités se traduisent dès le début du parcours professionnel, de l'apprentissage de la musique aux premières opportunités, quelles barrières persistent et surtout comment les dépasser. 17%, musique live, sexisme et résistance, une série documentaire Chez Média, conçue en partenariat avec l'agence Inouï. Cette série a été rendue possible grâce au précieux soutien du département de la culture et de la transition numérique de la ville de Genève, de la fondation Anne-Marie Schindler et de la fondation Ernst Gönner.